L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on repart sur un sujet que vous avez choisi sur Instagram. Pourtant, au départ, j'avais lancé un premier sondage plié d'avance. Le sujet sur Wemby MVP était très largement en tête. Puis l'actu de ce week-end a tout retourné. Du coup, j'ai relancé un second vote express en ajoutant un sujet sur Ja Morant. Et là, renversement total. C'est lui qui l'emporte. Vous voulez parler de son avenir, de sa relation avec Memphis et surtout de la question qui fâche. Où va-t-il atterrir sur le marché des transferts? Parfait, on va séparer le bruit des vrais signaux et regarder qui a vraiment intérêt à se positionner. Après, avant qu'on commence, sachez-le, si vous aussi vous voulez peser sur le choix de la prochaine vidéo, rejoignez-moi sur Instagram. Je vous balance les sondages sur le canal généralement le dimanche, là-bas vous votez, vous décidez, et ensuite je construis l'épisode en fonction. Du coup, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas d'aller vous abonner tout de suite pour avoir la main sur le prochain épisode. Mais aujourd'hui au programme, on va d'abord voir pourquoi la situation s'est envenimée à Memphis, et en quoi un trade ressemble de plus en plus à la seule sortie envisageable. Ensuite, 6 destinations sérieuses passées au crible, et pourquoi je pense que ça peut se faire ou non. Objectif, être clair, être concret et utile pour tout le monde, les fans, les curieux et les puristes. Enfin, dans un bilan, je me mouillerai. Qui sont les favoris, les outsiders, et quel est mon pronostic sur la prochaine franchise de Ja? Allez, installez-vous bien, prenez-vous un thé bien chaud, au vu de la montagne qui nous attend, nous, on lance ça tout de suite. Ok, on va être clair dès maintenant, la situation de Ja Morant à Memphis a dépassé le simple accrochage. Après sa suspension, tout laisse à penser qu'on se dirige tout droit vers une vraie décision de la part de la franchise du Tennessee. Le point de bascule est là, début de saison et déjà une soirée qui vire au fiasco contre les Lakers. Maladresse, Huddle évité et surtout cette conf où il renvoie tout vers le coaching staff. Derrière, suspension pour conduite préjudiciable à l'équipe. Ce n'est pas un mauvais match de plus, c'est une rupture publique avec un coach qui démarre à peine. Dans un vestiaire encore secoué par l'intersaison, cette étincelle met le feu très vite et force la direction à agir. En résumé, là on n'est plus du tout dans un malaise discret, on est dans un dossier publiquement enflammé qu'il va falloir traiter en priorité. Et ce dossier arrive avec un passif bien lourd. 2 suspensions en 2023, une opération de l'épaule après une poignée de matchs la saison suivante, puis des pépins et une disponibilité trop irrégulière pour un visage de franchise. Sur 2 ans, il a raté énormément de rencontres, et ça, les front office le chiffrent. Moins de matchs joués, c'est une variance de résultats plus haute et un risque de reblessure non négligeable. À ça s'ajoute l'image. Chaque affaire extrasportive pèse sur la perception du leadership de Ja Morant. Les acheteurs ne paient pas seulement pour le talent, ils paient aussi pour la fiabilité. Et c'est là que j'ai peur que sa valeur commence à glisser, même si le plafond, en termes de talent du joueur, reste immense. Concrètement, la valeur Morant aujourd'hui c'est un package avec des freins. Adresse extérieure en berne au démarrage, minutes contrôlées, signes visibles de désengagement pointés par des anciens à l'antenne. Sur le terrain, son profil reste ultra productif balle en main, mais il vient avec 2 faiblesses que les GM doivent compenser autour, le tir longue distance et la défense. Ça veut dire qu'une équipe doit déjà avoir du spacing fiable et un socle défensif solide, donc ça fait un nombre de candidats réduit. Et qui dit moins de concurrence dit forcément moins de folie sur les enchères concernant Ja Morant. Pour moi, sur ce dossier, il y a des chances que les GM adverses se montrent très raisonnables, voire même très prudents. Ajoutons à ça le contexte à Memphis, nouveau staff, nouvelles exigences et un signal fort envoyé en bougeant des cadres comme Desmond Bane contre des choix de draft, qu'on appelle ça retool ou début de rebuild. La logique est claire, tu reconstitues des assets et tu calmes le vestiaire. Garder un meneur au contrat max qui s'oppose publiquement n'a désormais plus aucun sens. Et le truc en plus de ça dont il faut être conscient, c'est que plus le temps va s'étirer et plus sa valeur va baisser. En vrai, la temporalité est un ennemi pour Memphis. Attendre l'offre parfaite, c'est jouer avec le feu. Puis le contrat pèse aussi dans l'équation. 3 ans encore autour de 40 millions la saison sans clause de veto. Échangeable, oui, mais seulement par des équipes capables d'absorber ce ticket et d'accepter le risque sportif et réputationnel. Résultat mécanique, Memphis devra vendre Ja en dessous de sa valeur. On parle de quelques pics, de jeunes prometteurs, mais pas intouchables, de salaires tampons. Personne ne va brater totalement son futur pour un joueur méga talentueux, certes, mais trop imprévisible. Autrement dit, les Grizzlies n'ont désormais plus aucune chance de le vendre aussi cher que s'il était parti en 2022. Dernier
Dernier point qui fait baisser la cote, l'ambiance. Quand le leader médiatique du vestiaire entre en collision publique avec un nouveau coach, tu crées un risque de contagion. Les dirigeants adverses le savent, plus tu attends, plus le feuilleton s'installe, plus la valeur baisse. D'où l'intérêt d'un trade rapide pour Memphis qui coupe le bruit, sécurise un package encore correct et redonne un cap clair au groupe. En mettant bout à bout la rupture publique, l'historique disciplinaire et médical, le virage stratégique du front office, les limites de fit et l'état du marché, la conclusion tombe. Un transfert n'est pas seulement probable, il devient presque inévitable. Au final, la question n'est plus seulement si ça va bouger, mais plutôt quand ça va bouger, et surtout où ça va bouger. Et pour répondre à ça, vous l'avez compris, je vais proposer 6 transferts que j'ai imaginés avec la trade machine, et mon premier l'envoie vers Minnesota. Les Timberwolves récupèrent Ja Morant, en retour Memphis prend Naz Reid, Donte DiVincenzo et le jeune Rob Dillingham. Le deal inclut aussi 2 pick swaps du premier tour en 2028 et en 2032 qui n'apparaissent pas sur le visuel, plus 2 second tours. L'idée, Minnesota mise sur un meneur All-NBA pour tout de suite, et les Grizzlies sécurisent des joueurs de rotation, un prospect à développer et de meilleures options pour la draft. Et ce qu'il est important de comprendre maintenant, c'est pourquoi un tel deal peut faire sens. Côté Wolves, le besoin à la main est criant. Mike Conley rend encore des services, mais il a 38 ans, et même si on a déjà vu DiVincenzo dépanner au poste 1, ce n'est pas son rôle. Morant arrive pour cocher la case qui manque dans les gros matchs. Création primaire sur demi-terrain, pression constante au cercle et capacité à accélérer quand l'attaque se fige autour de Hent. La hiérarchie reste simple. L'équipe, c'est celle d'Edwards, Morant arrive en costard, et les deux viennent former un duo d'une explosivité jamais vue en transition. Avec Gobert pour la présence verticale et Randle pour punir en short roll, tu tiens une attaque qui peut faire basculer tout un tas de rencontres serrées. En gros, avec Morant à Minnesota, tu mets du carburant ultra pur dans un moteur qui est déjà prêt. Côté Wolves, sportivement, tu échanges du confort de saison régulière contre un plafond All-NBA. Perdre Naz fait mal, mais normalement Randle et Gobert doivent faire le taf. Dillingham part, oui, mais c'est le prix d'un créateur confirmé. Le problème, c'est qu'en termes de capital de draft, Minnesota est limité. Proposer 2 swaps plus 2 seconds tours, c'est le maximum raisonnable sans troisième équipe impliquée. Et sachant ça, regardons le bénéfice immédiat pour Memphis et voyons exactement ce qu'ils peuvent récupérer ces Grizzlies dans une telle affaire. Pour eux, l'urgence est double, éteindre l'incendie de vestiaire et sécuriser un plancher de valeur. Naz Reid te donne 20 à 25 minutes sûres, voire 30, et il peut fermer des matchs aux côtés de Jaren Jackson Jr. DiVincenzo apporte du tir en volume et une vraie défense extérieure, le liant qui manque quand la création déraille. Dillingham, c'est le pari à la main, handle créatif, pull-up efficace, coût raisonnable. Les swaps 2028 et 2032 gardent une vraie upside si le plan des Wolves échoue. Et surtout, tu coupes le feuilleton de Ja tout de suite et tu te redonnes un cap avec 3 joueurs NBA jouables dès aujourd'hui. Sur le papier, en vrai, j'aime bien, mais quand on y réfléchit d'un peu plus près, je trouve que dans ce deal, il existe quand même quelques limites, et Minnesota aura du mal à les compenser. Côté Wolves, tu perds du shoot en enlevant Donte, et Morant n'est pas un sniper, puis avec le départ de Naz, tu perds également de la profondeur. Mais mon problème vient surtout des Grizzlies, même si tu récupères 3 contributeurs immédiats et une pièce d'avenir avec Dillingham, ça manque quand même d'un vrai first round pour la draft, et ça, Minnesota aura du mal à l'offrir. Au final, Morant, je pense, est la pièce rêvée pour les Wolves à l'heure actuelle. Cependant, pour Memphis, même si l'offre reste acceptable, il y aura sûrement moyen de trouver mieux ailleurs, ou alors d'impliquer une troisième équipe pour leur apporter des pics. Voilà pourquoi j'ai imaginé une autre solution, et pour mon trade numéro 2, j'envoie Ja Morant à Toronto cette fois-ci. Les Raptors récupèrent Morant, tandis que Memphis accueille Immanuel Quickley, Grady Dick, AJ Lawson et un premier tour 2026. Concrètement, Toronto échange un meneur-scoreur utile mais irrégulier, un jeune shooter en progression et un pic proche contre un créateur élite sous contrat pendant 3 ans. Les Grizzlies, eux, sécurisent un titulaire immédiat à la main, un ailier sniper à développer et un actif de draft pour nourrir la reconstruction. Dit comme ça paraît pas mal, mais sportivement, quand on y réfléchit, l'équation est encore plus parlante. Dans l'effectif actuel des Raptors, il manque un moteur élite sur demi-terrain. Scottie Barnes s'est organisé, Brandon Ingram fabrique du tir, RJ Barrett met la pression au cercle, mais quand ça se fige en fin de match, la première accélération manque. C'est exactement le métier de Morant, casser la première ligne, aspirer 2 défenseurs et servir des tirs pieds posés. Tu imagines la chaîne, pick and roll avec Poeltl, head côté fort, skip pass pour Ingram ou Barrett ou cut de Barnes plein axe. Les solutions sont monstrueuses et je ne parle même pas de la transition. Avec ce deal, Toronto conserverait sa hiérarchie sans non plus complètement avoir à se tordre. Morant arriverait, oui, mais au moins sur le papier, ou devant les médias, je pense que la franchise resterait celle de Barnes. Ouais, à Toronto, Morant n'a pas besoin d'être le visage au quotidien. Le leadership public, il appartient à Scottie. La création de fin de carton, en plus, sera partagée avec Ingram. Ja arriverait dans le rôle de turbo-compresseur. Rythme, pression, lancer, panier facile. Défensivement, t'as de quoi l'entourer. Longueur sur les ailes, Poeltl pour protéger le cercle et des principes de Radjakovic très clairs sur le repli et les aides. Résultat attendu, un plancher offensif qui monte tout de suite et un plafond de playoff bien plus haut. Maintenant,
Maintenant, pour ce qui est de la mécanique du deal, côté Memphis, il va falloir qu'on parle vrai. Quickley t'apporte un arrière explosif, du pull-up, de la création et des flotteurs. Grady Dick, c'est du tir en mouvement à développer, exactement le profil qui ouvre le terrain pour Jaren Jackson Jr. AJ Lawson ajuste l'effectif et les salaires. Le premier tour 2026, qui arrivera vite, sert de munition. Soit tu draftes, soit tu le reroutes dans un second deal. En gros, tu te donnes de la flexibilité pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Au final, c'est un pari agressif, mais lisible pour les Raptors, et finalement, une sortie assez pragmatique de cette situation pour Memphis. Toronto coche son besoin numéro 1 sans exploser sa réserve d'actifs lointains, aligne les timelines Barnes, Ingram, Barrett avec un meneur d'impact, et remet du danger permanent sur le cercle. Memphis, dans une dynamique de retool, récupère de la création tout de suite, un shooter d'avenir et un premier tour utilisable, tout en fermant la page avant que la valeur de Jan dégringole encore plus. Là pour moi, même si je comprends que ça manque vraiment d'une star ou d'un joueur de qualité pour vraiment faire rêver la fanbase des Grizzlies, ça a du sens. Par contre, on va voir bien sûr si on peut trouver mieux ailleurs, et pour mon trade numéro 3, j'envoie Morant à Houston. Les Rockets récupèrent Ja, et en retour, Memphis prend Fred VanVleet, Rich Shepard, Tari Eason et un premier tour 2028. Narrativement, c'est clair, Houston échange un meneur blessé pour la saison, plus 2 jeunes pièces prometteuses et un pick contre un créateur All-Star qui appuie sur l'accélérateur tout de suite. Les Grizzlies, eux, récupèrent un leader de vestiaire, un prospect à façonner, un ailier two-way d'impact et une cartouche de draft pour nourrir le retool. Et puis avec Morant, en plus, on parle d'un besoin qui crève l'écran du côté d'Houston, alors allons droit au but. Sans VanVleet, Ime Udoka a confié la main à Amen Thompson et Rich Shepard. Talentueux, oui, pour les deux, mais encore vert pour organiser une attaque qui vise haut. Morant comble exactement le trou. Pression permanente au cercle, lancer, jeu en transition et un pick and roll qui met tout le monde d'accord. Avec Kevin Durant, c'est simple. Ja attire 2 défenseurs, KD vit sur des ISO propres et du catch and shoot, et c'est parfait. Avec Şengün, pareil, tu démultiplies les end-off et le short roll. Autour, Jabari espace, Amen coupe et attaque les close-out. Résultat attendu, des paniers faciles, moins de possession statique en fin de match et un plafond de playoff qui monte immédiatement. En gros, tu arrêtes de bricoler et tu commences à viser bien plus haut côté Rockets. Côté construction, l'offre est cohérente pour Raphael Stone. VanVleet ne joue pas cette saison mais reste un professionnel exemplaire. En l'envoyant, tu convertis un salaire immobilisé plus 2 jeunes en meneur All-Star sous contrat pendant 3 ans. Shepard, c'est un vrai asset, mais il duplique une partie de ce que KD et Şengün créent déjà. Eason aussi, c'est un coup dur émotionnel. Énergie, rebond, grinta sur l'aile. Ça peut faire mal de le perdre, le prix est réel, mais tu ne touches ni à Durant, ni à Şengün, ni à Jabari. La charpente reste intacte, tu gardes aussi Amen Thompson, et tu branches Morant dessus, je trouve ça propre. Maintenant, côté Memphis, comme d'habitude, examinons ce que ça peut donner, même si on le fera pas à chaque fois parce que c'est un petit peu toujours pareil. Les Grizzlies ont besoin d'éteindre l'incendie et de sécuriser un plancher de valeur. VanVleet ne joue pas tout de suite, mais il assainit le vestiaire, cadre les jeunes et redevient un starter fiable à son retour. Shepard te donne un prospect à développer à bas coût sur le backcourt, parfait pour repartir sur des bases claires. Eason apporte des stops, des interceptions et des minutes intenses dans l'ADN que Tuoma Cisalo veut imposer. Le premier tour 2028 arrive en bonus, c'est pas trop mal pour empêcher que le feuilleton de jazz se transforme en film catastrophe. Par contre, évidemment, il y a des bémols à poser encore une fois et des réponses à apporter. Côté Rockets, tu perds un défenseur précieux au périmètre et un prospect intéressant au tir et à la création. Le pari extra-sportif existe lui aussi, mais le cadre Udoka et la hiérarchie claire limitent les dérapages. Côté Grizzlies, un seul premier tour, c'est moins clinquant que des coffres de pique, mais la valeur de Morant est sous pression. Ici, tu prends un titulaire crédible quand il reviendra, un ailier d'impact, un prospect et un pic proche, ça peut faire le job. Au final, c'est encore une sortie pragmatique pour Memphis et une réelle upside pour Houston. Les Rockets pourraient alors viser très haut et pourquoi pas avoir de grosses ambitions dans la conférence Ouest. Et justement, en parlant de ça, évoquons notre sponsor du jour que vous connaissez désormais très bien, Winamax. Là, j'ai un vrai fil à tirer. Si Ja file à Houston, c'est typiquement le bon timing pour prendre ce pari maintenant avant que le marché ne s'ajuste. Aujourd'hui, la cote de Houston pour remporter la division Southwest est de 1,55, mais elle sera sûrement bien plus basse dans quelques semaines, et encore plus si le trade se fait. Le scénario, Morant qui met la pression sur le cercle, Durant et Şengün qui vivent sur des tirs propres, et Houston qui verrouille la division. Un pari simple, logique et surtout corrélé à l'actu. Pour moi, ce genre de pari storyline sur l'ensemble de la saison, c'est ceux sur lesquels on peut s'amuser le plus. Et avec l'offre de bienvenue Winamax via mon lien en description, vous pouvez vous positionner intelligemment. Si votre tout premier pari est perdant, il est remboursé en cash jusqu'à 100 €. On ne parle pas de free bet ou de bon d'achat, non, on parle de cash. En d'autres termes, si Houston gagne la division, vous misez 100 balles et vous repartez avec 155. Si les Rockets ne le font pas, vous reprenez l'intégralité de votre mise sur votre compte immédiatement. Pas mal non, et si vous êtes encore plus joueur, vous pouvez même tenter la victoire de conférence pour Houston avec une énorme cote à 10. Vous misez 100 balles que vous reprenez en cas de défaite et vous repartez avec 1000. On sait jamais, hein, avec l'offre de bienvenue, vous ne risquez rien. Alors pour en profiter et soutenir la chaîne, go checker la description avec mon lien. Puis vu qu'avec ça on est généreux avec Wina, on ne s'arrête pas du tout là.
Ouais, en bonus, si vous rentrez le code Le 6ème homme lors de votre premier dépôt, vous recevez 10 € supplémentaires, en cash aussi. De quoi tenter un autre pari dès maintenant ou bien garder des munitions pour la suite de la saison et tenter d'autres coups. Tout ça c'est lourd et ça permet de rêver de toucher le jackpot sans prendre de risques financiers, sans prendre de risques tout court même, à part l'addiction, et ça faut que j'en parle vraiment. Et ouais, avant de plonger tête baissée, gros rappel important, et là je vous demande d'être particulièrement attentif. Les paris sont strictement interdits aux mineurs, mais c'est pas tout, même majeurs, ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous sentez que ça dérape, que ça vous dépasse, faites une pause, faites-vous aider, il n'y a aucune honte à ça, au contraire c'est signe de maturité. L'objectif c'est de vibrer, de faire grimper l'adrénaline et de s'amuser, pas de se mettre dans le rouge. Et avec ça en tête, si vous préférez des résultats immédiats plutôt qu'un pari à long terme sur l'intégralité de la saison, j'ai d'autres pistes. Toutes les offres dont on vient de parler s'appliquent partout. Une victoire simple, un écart ou un total de points si vous suivez bien les dynamiques. Vous ne voulez pas attendre la fin de l'année pour récupérer votre cash en cas de défaite? Pas grave, récupérez-le dès demain. Faites un pari sur un match de ce soir, vibrez cette nuit et profitez quand même de tous les avantages dont je vous ai parlé en utilisant mon lien. Vous le trouverez en description, mon code c'est le 6ème homme, faites ça proprement et moi j'ai hâte que vous me racontiez vos coups gagnants. Et maintenant qu'on sait ça, on va sortir de Houston un petit peu et passer à mon trade numéro 4 où j'envoie Ja Morant à Sacramento. Détail du deal, les Kings récupèrent Ja. En sens inverse, Memphis reçoit DeMar DeRozan et Dennis Schroeder plus 2 premiers tours 2026 et 2028. Concrètement, Sacramento troque un closer mi-distance et un meneur-scoreur contre une superstar dynamique, histoire de relancer l'identité autour de la vitesse et du pick and roll. Les Grizzlies, eux, sécurisent des minutes fiables tout de suite, un cadre de vestiaire et 2 munitions de draft pour reconfigurer l'avenir sans attendre. Pour moi, c'est exactement le type d'accélération que Sacramento doit tenter dès maintenant. Le besoin est limpide depuis le départ de Fox. Malgré Westbrook et Schroeder, ça reste du rafistolage. Morant, c'est la première accélération qui manque. Il gagne l'avantage sur la première action, mais la pression au cercle provoque des fautes et transforme la transition en autoroute. Autour, le up Sabonis devient encore plus létal, end-off plus menaçant, short roll mieux servi, tir plus propre pour Zach LaVine et Keegan Murray. En fin de match, tu passes d'une attaque dépendante au mi-distance à une attaque qui fabrique des choses faciles, lay-up, lancer franc, catch and shoot, c'est hypant. En d'autres termes, tu remplaces du contrôle assez aléatoire à de l'allumage permanent. Sortir de DeRozan change l'équation du spacing, et oui tu perds un maestro du midrange, mais tu désengorges la zone intermédiaire pour ouvrir la voie à Ja plus Sabonis. La hiérarchie se clarifie, Sabonis reste le pivot créateur, Morant est le moteur, LaVine devient le punisseur des aides et Keegan garde du volume à 3 points. Donc Christie veut remettre du rythme et de l'agressivité, l'ADN colle, et le produit suit aussi. Un trio Morant, LaVine, Sabonis, ça parle à la salle et ça envoie un message net à la conférence Ouest. À mes yeux, l'arithmétique est cohérente et assumée du côté de la franchise du nord de la Californie. Et avec Westbrook en sortie de banc, tu conserves toujours énormément de rythme quand Ja ira souffler sur le banc. Côté Memphis, c'est toujours la même histoire, le contexte est tendu, la valeur de Ja est comprimée, alors tu prends du plug and play et des pics de draft. DeRozan stabilise le demi-terrain, donne du playmaking posé et reste valorisable sur le marché des transferts si tu veux accentuer la jeunesse. Schroeder apporte de la pression sur le porteur, des minutes propres à la main et de l'exigence quotidienne. Les pics 2026 et 2028, eux, redonnent des leviers proches et tu coupes le drama Morant de manière propre. Alors ok, Ja ne va pas régler les problèmes de spacing des Kings, mais au vu de tout ce qu'il peut apporter ailleurs, Doug Christie aura pour objectif de trouver des solutions. Côté Grizzlies, par contre, c'est vrai que ça manque peut-être d'un prospect de renom, mais les 2 pics en 2026 et en 2028, qui sont bientôt en plus, viennent compenser. Au final, pour moi, c'est un pari lisible des deux côtés. Une identité retrouvée pour Sacramento et un regain d'oxygène immédiat pour Memphis. Bon là déjà, avec 4 transferts, on commence à avoir des pistes, alors regardons ce que donne mon trade numéro 5 qui envoie Ja Morant à Miami. Détail du deal à l'écran, le Heat récupère Ja, Memphis reçoit Tyler Herro, Jaime Raquez Jr. et un premier tour 2030. Sportivement, le message est limpide. Le Heat achète un meneur dont l'équipe manque cruellement, tandis que les Grizzlies sécurisent un arrière All-Star de 25 ans déjà productif, un Raquez parfait dans sa combativité pour s'insérer dans la mentalité des Grizz, et qui en plus monte en puissance en ce moment, ainsi qu'une cartouche de draft supplémentaire qui sera utile à moyen terme. À mon sens, si on commence par là, Morant c'est exactement le type de profil qui fit parfaitement avec la hit culture. Sur le terrain, le meneur règle le problème numéro 1 du Miami post-Butler, l'avantage initial. Il met la pression vers le cercle, provoque des fautes, accélère la transition et dynamise la présence de Bam Adebayo. Résultat, des short rolls mieux servis, des coupes qui vivent et des lectures mieux senties. Combiner l'explosivité de Ja et les systèmes de Spoelstra et d'un coup tout peut s'ouvrir pour Miami. Dans cette équipe morne qui piétine un peu en ce moment, en attendant le retour de Tyler Herro, tu peux ajouter un turbo permanent. Pour Spo, tout pourrait se simplifier. Avec Bam comme ancre, des ailiers besogneux et des shooters disciplinés, Morant n'a pas besoin d'être un sniper pour rendre l'attaque fluide. Il attire les aides et les autres vivent mieux. En fin de match, tu transformes des isolations compliquées en finitions simples, lay-up, lancer franc, catch and shoot. Puis ce que j'apprécie, c'est que côté identité, ça colle. Intensité quotidienne, exigence défensive, cadre strict. À Miami, les règles sont claires et c'est souvent ce qui canalise les profils volcaniques comme Morant. Pour
Pour moi, côté hit, le coup est dur, mais il est finalement logique pour un joueur de cette trempe, même s'il y a des risques. Perdre Hero, c'est lâcher du tir, de la création et du pull-up propre. Perdre Raquez, c'est renoncer à un connecteur précieux, polyvalent, qui monte en puissance en plus, comme on l'a dit, avec un vrai QI basket. Mais pour grimper d'un étage, il faut payer en talent. Morent a déjà tourné autour des 27 points et 8 passes quand il est cadré, et surtout, il fabrique du facile pour tout le monde. La fenêtre BAM est ouverte maintenant, et ce package te met sur la voie d'un top 4 à l'Est avec un plafond de playoff qui remonte. Maintenant, pour Memphis, je l'ai déjà dit, je vais pas en faire des tonnes, c'est toujours pareil. Des joueurs plug and play, du potentiel et du capital de draft. À mon sens, c'est exactement ce que Zach Kleiman recherchera pour le meneur. Ceci dit, il y a des garde-fous des deux côtés, il faut quand même être honnête. Miami devra surveiller le spacing et compenser la perte de Raquez par d'autres rotations, et le pari humain existe aussi, même dans un cadre SPO. Il faudra une hiérarchie limpide avec Bam, et Morent devra l'accepter. Côté Grizzlies, un seul premier tour ça peut paraître court si une autre équipe met 2 ou 3 pics, et Hero n'est pas le même joueur que Ja. Il est All-Star c'est sûr, mais c'est pas la même stature. Si tu veux remettre du run and gun, il faudra injecter de la vitesse ailleurs. N'empêche qu'au final, ça reste un atterrissage très crédible selon moi. Miami retrouve un créateur qui change la gravité, Memphis récupère ce qu'il faut pour tourner la page intelligemment et rapidement. Vous captez l'idée ? Et si ce n'est pas le cas, de mon côté, je l'ai, la vision. Alors observons si avec mon dernier trade, on peut faire encore mieux en envoyant Ja du côté de Boston. Détail du deal, Boston reçoit Morent, Memphis reçoit Anthony Simons, Sam Hauser, Jordan Walsh et un premier tour 2026. Sportivement c'est clair, les Celtics se procurent un meneur de très haut niveau, tandis que les Grizzlies sécurisent du scoring immédiat, du tir élite, un ailier à développer et une cartouche de draft proche. A mon sens, Morent c'est exactement le profil qui peut rendre Boston dangereux tout de suite et encore plus dans le futur. Sans Tatum, blessé au tendon d'Achille actuellement, il manque l'avantage initial. Pression vers le cercle, tir facile, rythme. Morent le crée avec son premier pas. Il attire les défenses, libère Brand en second couteau et redonne de la vie au 5-out de Mazzulla. Drive and kick, short roll pour les intérieurs, catch and shoot pour Derrick White et une attaque qui arrête enfin de bricoler en fin de possession. Tu progresses fort cette saison avec cette arrivée et surtout l'an prochain tu passes à un trio Morent, Brand, Tatum qui peut terroriser toute la ligue. Avec ça, à Boston, tu penses présent, mais tu penses aussi futur sans pour autant avoir à te dépouiller. Mazzulla aura clairement de quoi faire. Dans cette histoire, tu ne touches pas à Brown, à White ou au pilier défensif. Le coup en tir avec la perte de Hauser se compense par des line-up plus agressifs en pénétration et par du développement interne. Et si besoin, tu recharges le spacing sur le marché des vétérans, parce que l'avantage primaire créé par Morent augmente mécaniquement la qualité des tirs pour tout le monde. Côté Memphis, comme d'hab, on récupère des joueurs efficaces de suite et un tour de draft. Ça manque peut-être un peu de potentiel, mais Simons et Hauser finalement n'ont que 26 et 27 ans. Par contre, c'est vrai qu'en sachant ça, un seul premier tour, ce sera peut-être un peu court pour Memphis. C'est la plus grosse limite. J'ai du mal à penser que Jordan Walsh ait le potentiel d'un futur titulaire. Par contre, faut savoir aussi que côté Celtics, faire venir Morent impliquerait à nouveau une grosse gymnastique côté cap et finance. Mais s'ils le veulent vraiment, ils le feront, ils trouveront des solutions. Au final, à mes yeux, c'est quand même un deal qui a du sens des deux côtés. Boston retrouve un créateur qui change la gravité pour le présent et le futur, Memphis récupère du scoring, du spacing, un jeune ailier et un pic proche pour apaiser la situation Morent au plus vite. C'est une base qui pourrait bien correspondre, je pense, aux objectifs des deux teams concernés. Mais bref, après Boston, là, et après avoir présenté ces 6 offres, faisons un petit peu de ménage au milieu de tout ça. C'est bien beau, hein, les spéculations, mais la question du jour, c'est où va finir Ja Morant, et il est temps pour moi de me mouiller. Le marché de Ja, à mes yeux, c'est deux voies qui s'entrecroisent. D'un côté, celle de l'équilibre, tu troques la tempête contre un vestiaire carré, des joueurs plug and play et un premier tour pour respirer. En face, t'as la voie jeune plus pic proche. Tu poses des bases saines, tu penses au futur et tu réouvres l'horizon sans te raconter d'histoire. L'idée de toute façon pour moi, au vu de la situation, c'est de remettre au plus vite cette franchise d'aplomb, et pour ça faut transférer Ja. Par contre, dans toutes ces pistes que j'ai imaginées sur la trade machine, je dois le dire, j'ai une préférence. Houston à mon sens tient la corde et reste mon favori pour que tout s'emboîte naturellement. Un cadre pro, un besoin criant de moteur, en échange de deux jeunes impactants pour demain, un vétéran et un premier tour pour manœuvrer. Derrière, Miami c'est le pari assumé, un turbo à côté de Bam, Spo qui met des rails et tu retrouves un plancher offensif nuit après nuit en échange d'un All-Star, d'un jeune hyper prometteur et d'un pic. Enfin, en troisième, Toronto coche le plan rationnel en filant à Memphis un titulaire explosif, un shooter à polir et un pic qui arrive vite pour faire immédiatement progresser l'équipe canadienne avec l'arrivée de Morant. Pour être honnête, les trois autres pistes me semblent elles aussi séduisantes sur le papier, mais beaucoup moins probables en termes de contrepartie. Memphis ne devrait pas accepter ça s'ils ont mieux ailleurs. Quoi qu'il en soit, le temps ne joue pas en la faveur des Grizzlies, et je pense qu'il va falloir imaginer un transfert très rapidement. Sans ça, tu risques une crise encore plus importante, et surtout une valeur de ton joueur majeur qui va continuer de chuter. Si les Rockets ou le Heat mettent leur coronets sur la table, je pense que ces deux teams ont clairement les moyens d'attirer Ja très vite, dans les semaines à venir.
Les Grises, eux, n'ont plus le choix. Ils doivent calmer la tempête et retrouver un cap pour leur franchise. Mais maintenant, je vous lance la balle. Il va atterrir où, Ja, selon vous? Parmi les 6 équipes que j'ai présentées, est-ce qu'il y en a une qui a votre préférence? Ou alors, est-ce que à côté de ça, vous voyez une autre équipe, une autre franchise capable de se mêler à la danse? Dites-moi tout ça dans les commentaires, à vous la trade machine, amusez-vous, montez-moi des deals de ouf, j'ai hâte de découvrir tout ça et de vous dire.